La première étape, qui doit conduire à la décolonisation de l'Afrique noire française, a lieu 1 an avant la défaite de l'Allemagne nazie à Brazzaville, au Congo. C'est le chef de la France libre, le général de Gaulle, qui la convoque. Elle rassemble, du 30 janvier au 8 février 1944, les gouverneurs généraux et les gouverneurs des colonies françaises d'Afrique noire et de Madagascar, et est présidée par le commissaire national aux colonies, René Pleven. La Seconde Guerre mondiale rend inévitable une transformation profonde des structures coloniales, et le général souligne dans son discours d'ouverture la nécessité d'amener les Africains à participer à la gestion de leurs propres affaires, mais avec une restriction importante: toute possibilité d'autonomie ou de self-government ainsi que toute évolution politique en dehors de la France est à écarter. De Gaulle se retire de la politique en 1946 et entame ce qu'il appelle sa traversée du désert qui va durer 12 ans. Ce sont les événements d'Afrique du Nord et l'émergence des pays du tiers-monde qui contribuent à l'éveil des nationalismes en Afrique noire dans les années 50. Dans les possessions françaises, la marche vers l'indépendance est généralement consécutive d'une démarche progressive et pacifique. À la fin des années 40, ceux qui croient à l'indépendance, c'est quelqu'un comme Léopold Sédar Senghor qui explique que la vocation de l'Afrique est de devenir indépendante un jour. Mais tous ces gens étaient très liés au Parti français. Senghor était très proche de la SFIO. Félix Houphouët-Boigny a été d'abord très proche de Thorez et du Parti communiste, avant de se rallier à l'UDSR, l'Union démocratique et socialiste de la résistance de François Mitterrand. Ils étaient députés au Palais Bourbon ou membres du Conseil de la République, donc sénateurs. Enfin, ils étaient dans la politique française. Et on pourrait même dire qu'ils étaient dans la cuisine de la politique française. Et donc, en fait, c'est la guerre d'Algérie d'une part, et le retour du général de Gaulle d'autre part, qui va précipiter ce mouvement pour l'indépendance. Le processus s'accélère à partir de juin 1956, date à laquelle est votée par le Parlement français la loi cadre Defferre, qui institue une vie politique autonome dans les territoires d'outre-mer. 2 ans plus tard, le général de Gaulle leur offre le choix entre 3 options: le statu quo colonial, la sécession ou l'indépendance, tout en conservant des liens de coopération avec la France. En 1960, toutes les anciennes colonies d'Afrique noire choisissent la dernière solution, à l'exception de la Guinée qui s'est proclamée indépendante dès octobre 1958. Les colonies britanniques d'Afrique noire accèdent elles aussi à l'indépendance au terme d'un processus pacifique. Dès 1957, l'ancien protectorat du Gold Coast retrouve son autonomie, bientôt suivie par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda au cours des années 60. En Afrique anglaise, il y a le fait d'abord que beaucoup de soldats, on voit d'ailleurs aujourd'hui que dans les grandes capitales de l'Afrique anglophone, la plupart des camps militaires s'appellent Burma Camp, camp Birmanie. Donc là, beaucoup de ces soldats ont été en Asie. Donc ils avaient en tête, depuis 1946-47, l'indépendance de l'Inde. Pourquoi les Indiens? Pourquoi pas nous? La plus vaste de toutes les colonies européennes en Afrique, le Congo belge, comme les autres possessions de la Belgique, Rwanda et Burundi, connaissent pour leur part une évolution plus chaotique. Ce refus, les ultimes soubresauts de la décolonisation interviennent dans les années 70 au sein des provinces portugaises, c'est-à-dire la Guinée-Bissau, le Mozambique, l'Angola et le Cap-Vert. Le Portugal s'épuise à maintenir sa présence sur ces territoires africains jusqu'en 1975. La décolonisation de l'Empire portugais est non seulement tardive, mais est aussi l'une des plus tragiques. Le gouvernement portugais va se recroqueviller et s'entêter sur un refus total de négociation et va se lancer dans une politique de lutte à mort envers tout mouvement qui tente à critiquer sa domination dans ses colonies. Ce n'est finalement qu'avec l'effondrement de la dictature du général Salazar et l'installation d'une démocratie au Portugal que ces dernières colonies européennes sont émancipées.